Stonehenge, l'ouvrage ancien le plus énigmatique d'Angleterre. Sur un site plus vieux que les pyramides de l'ancienne Égypte, 85 blocs de pierre gigantesques dont certains pèsent plus de 40 tonnes montent la garde sur une plaine isolée et balayée par les vents. Pourquoi sont-ils là? À quoi étaient-ils destinés? Comment ce monument a-t-il été construit? La réponse se perd dans la brume des temps. Selon les mythes, Stonehenge serait lié aux mystérieux druides, des prêtres celtes dont on dit qu'ils pratiquaient des sacrifices rituels. Mais qui a réellement construit Stonehenge? Une découverte scientifique va révéler le visage d'un homme qui a peut-être participé à la construction de cet édifice stupéfiant. Rien de comparable à nos gratte-ciel ou au visage sculpté dans la pierre du mont Rushmore aux États-Unis. Il s'agit vraiment ici d'une entreprise titanesque. Pas de grue, pas d'élévateur ni de machine. Juste d'énormes pierres, certaines plus lourdes qu'un 33 tonnes avec sa cargaison. Une structure tellement ancienne que les pierres n'ont pu être acheminées sur place que par la seule force musculaire. Toujours debout des milliers d'années plus tard, Stonehenge domine la plaine de Salisbury, au sud de l'Angleterre, de sa silhouette dramatique et fascinante. Le site émerveillait les hommes avant qu'on écrive l'histoire. Il enflamme aujourd'hui encore l'imagination. Contrairement à la plupart des vestiges antiques, il n'est pas réduit à l'état de ruine. Il demeure aujourd'hui plus ou moins tel que l'ont voulu ses architectes. Un plan très ouvert, une superbe aération, mais une construction forte et finalement impérissable. Il n'est sans doute pas surprenant que personne ne sache à quoi il était destiné. On n'y reconnaît ni une église, ni un temple, ni même un bâtiment depuis longtemps abandonné. Il se dresse là dans son antique et massive splendeur. Il est tout simplement Stonehenge. En tout cas, depuis des millénaires, il captive tous ceux qui viennent ici. Quand on pense aux gens qui ont construit ça, quand on se dit qu'ils ont fait ça, c'est fou. Regardez, c'est incroyable, c'est un endroit magique. Stonehenge a longtemps été associé aux mystérieux druides dans l'esprit du public. Ceux-ci étaient considérés comme des sages, des enseignants, des prêtres, par les peuples celtes qui dominaient, il y a plus de 2000 ans, une grande partie de l'Europe du Nord. Ils croyaient en l'immortalité de l'âme et procédaient parfois à des sacrifices humains pour assister les guerriers celtes dans leurs combats ou pour guérir, selon les rites, des maladies graves. Ceux qui suivent les traces de ces druides se rassemblent encore aujourd'hui au solstice d'été le 21 juin, le jour le plus long de l'année quand le soleil apparaît précisément face au centre du cercle. L'axe du monument est aligné très exactement sur le lever du soleil. De nos jours, ces célébrations donnent lieu à d'immenses fêtes ouvertes au public. Mais dans le passé, bien avant la naissance du Christ, ces pierres ont sans nul doute été les témoins de véritables cérémonies druidiques. On a retrouvé dans ce secteur des corps qui ne sont pas ceux de victimes de rites sacrificiels. Ces restes humains, vieux de plus de 4000 ans, pourrait-il contribuer à résoudre le mystère de l'âge du monument et celui de l'identité des bâtisseurs ? L'édifice s'étend au cœur d'une région de l'Angleterre où fleurissent les monuments dédiés à des religions païennes oubliées depuis longtemps.
dans ce cœur mystique de l'Angleterre, il semble qu'il y ait une relation très ancienne avec la forme circulaire. On y trouve des tertres ronds, des pierres disposées en cercle et certaines formes tout aussi caractéristiques de notre lointain passé. Même de nos jours apparaissent encore des correspondances mystérieuses. La région est célèbre pour ses crop circles, ou cercles de culture, formes incroyablement complexes qui surgissent dans les champs de blé. Les gens s'émerveillent devant ces immenses dessins réalisés durant la nuit par des groupes secrets de mystificateurs. Mais certains attribuent toujours ces créations à des visiteurs extraterrestres. Malgré leur dimension et leur complexité, ces figures ne peuvent rivaliser avec les mystères de Stonehenge. La conception du site a évolué sur plusieurs générations. Le premier stade de la construction consiste à créer une fosse circulaire et un remblai. Puis, dans un second stade, on élève une structure en bois. Enfin, le troisième stade voit l'arrivée des pierres. Certaines d'entre elles ont été repositionnées au cours des années. Les blocs les plus importants mesurent 7 mètres de haut et pèsent plus de 44 tonnes, l'équivalent d'un bus à 2 étages. Au total, plus de 1500 tonnes de pierre, soit le poids de 10 locomotives à vapeur. Le plus étonnant est peut-être la précision du dessin. Certains pensent que ces mégalithes ont été disposés selon un ordre précis, en suivant les étoiles dans le ciel. À un certain moment, le cercle a été couronné d'imposants linteaux de pierre sculptée. Ces immenses traverses sont quasi horizontales, bien que la construction repose sur un terrain en pente. À l'intérieur sont disposées en cercle des pierres plus petites, des monolithes connus sous le nom de pierres bleues. Et au milieu, on trouve les trilithons, formés de 3 plaques et disposés en fer à cheval. Stonehenge est unique. Rien de semblable n'a été construit avant ni depuis. Mais la question demeure. Qui a construit cet ouvrage ? On peut envisager plusieurs hypothèses. En Grande-Bretagne, à la fin de la dernière ère glaciaire, les premiers hommes sont des pasteurs sédentarisés, les chasseurs primitifs de l'âge de pierre. Ensuite, colonisateurs, envahisseurs et marchands arrivent par vagues d'Europe et de l'Ancien Monde. Les druides et les prêtres celtes possèdent alors le pouvoir, jusqu'au moment où ils sont balayés par les Romains. La civilisation qui, pour bâtir son empire, conquiert, il y a 2000 ans, la plupart du monde alors connu. Est-il réaliste de penser que certains de ces peuples ont pu concevoir et construire Stonehenge ? Comment découvrir qui est à l'origine de cet édifice ? En retrouvant déjà quelques dates. Stonehenge ne livre pas aisément ses secrets. Mais quand on sait où chercher, on peut trouver des indices enfouis profondément sous les pierres. Les premiers archéologues ont trouvé sur le site des bois d'animaux, des cornes, des poteries et même des restes humains. Mais la datation au carbone 14 apporte de nouvelles précisions très utiles. Les tests effectués par le passé étaient bien moins fiables. Aujourd'hui, les scientifiques peuvent, grâce aux procédés modernes, nous dire de quand datent ces bois, par exemple. Et le fait qu'ils aient été trouvés sous les mégalithes nous indique la date probable de la construction de Stonehenge. En 1995, les scientifiques, lors de la publication de nouveaux tests, établissent que certaines estimations antérieures étaient fausses. La
dernière phase de construction de Stonehenge est plus ancienne qu'on le croyait. Le monument a été bâti il y a plus de 4000 ans. C'est une nouvelle renversante pour les archéologues comme Mike Pitts. Le nouveau procédé de datation au carbone 14 est l'événement le plus important pour notre compréhension de Stonehenge. On reconnaît maintenant qu'il a été conçu par des hommes vivants il y a des siècles. C'est la première preuve solide concernant l'âge de l'édifice. Et cela écarte l'idée que les druides aient pu en être les constructeurs. Ils ne sont apparus en Grande-Bretagne qu'il y a 2000 ans. De nombreuses hypothèses sont ainsi éliminées. Pour découvrir les bâtisseurs de Stonehenge, il faut remonter bien plus loin dans le temps. Il est certain qu'il ne s'agit pas d'un monument édifié par les Romains, ni par les druides qui sont venus plus tard, ni par les vagues de colonisateurs venus de toute l'Europe. La datation au carbone 14 démontre que Stonehenge est bien plus ancien que toutes ces civilisations, puisque la première phase de construction est antérieure aux grandes pyramides d'Égypte. Ces tests permettent de penser que Stonehenge est le travail des anciens Britons, un peuple primitif peu connu. Cela paraît incroyable. Il y a 4500 ans, la Grande-Bretagne est proche de la fin de l'âge de pierre et du début de l'âge de bronze. Les Britons sont des fermiers de subsistance, technologiquement sous-développés, qui commencent tout juste à savoir travailler le métal. Comment un peuple aussi primitif a-t-il réalisé l'exploit de construire cet ouvrage incroyable? Les dates sont-elles erronées? Ou bien, cette nouvelle donnée permet-elle de penser que ces hommes étaient en effet capables de bâtir un des plus anciens monuments au monde? On trouvera la réponse dans la structure même des blocs, dans les méthodes de construction utilisées, et en extrayant à la dynamite des pierres semblables à celles du monument. Les bâtisseurs de Stonehenge sont-ils des hommes de la fin du néolithique, du début de l'âge de bronze? Il s'agit, selon tous les critères existants, d'une gigantesque entreprise. Le premier problème qui se pose à tout constructeur, en particulier à cette époque, c'est de se procurer les matériaux. Et ici, c'est loin d'être aisé. Il y a deux types de pierres sur ce site. Les plus petites sont les pierres bleues, qui seraient arrivées avant les plus grandes, les sarcènes. Une fois le cercle de sarcène érigé, les constructeurs semblent se raviser. Et les petites pierres bleues sont repositionnées à l'intérieur quelques années plus tard. Personne ne sait pourquoi. Une autre question demeure intrigante. D'où viennent-elles ? Dans ce cas, la réponse est simple. On trouve des pierres semblables aux sarcènes à une trentaine de kilomètres de Stonehenge. Déplacer ces blocs par la seule force de l'homme semble être une tâche difficile, mais pas impossible. Les pierres bleues posent un problème différent. Elles ne proviennent en aucun cas de la région. Mais il n'est pas simple de retrouver leur origine. On peut se procurer des indices auprès des experts du centre d'études géologiques, le British Geological Survey. Ici, on trouve une immense collection d'échantillons venus de toute la Grande-Bretagne. Les caractéristiques et la texture cristalline de chacun sont conservées sous forme de plaques de microscope. Et chaque spécimen renvoie à une carte géologique de la Grande-Bretagne. Y a-t-il une correspondance entre les pierres bleues et un échantillon de cette collection? Et cela va-t-il nous permettre de savoir de quelle partie de la Grande-Bretagne elles sont originaires?
sous le microscope. On découvre en effet que leur texture cristalline est très proche de certaines déjà recensées. On peut même en suivre la trace jusqu'à un endroit précis. Les monts Preseli, au sud-ouest du pays de Galles. Par déduction, nous voici face à une découverte qui, en même temps qu'elle résout une énigme, en pose une autre. La chaîne montagneuse des Preseli se situe à plus de 300 km de Stonehenge. Le voyage démarre en terrain difficile. Et ensuite, pour corser les choses, il faut traverser le plus large détroit maritime de toute l'Angleterre. Alors, comment des pierres de plus de 4 tonnes ont-elles été transportées sur une si longue distance avec les moyens dont disposaient les Britons il y a quelques 4500 ans? Et si elles n'avaient pas été transportées? Les bâtisseurs d'alors ont peut-être tout simplement trouvé les pierres dans la plaine de Salisbury, où elles auraient été déposées par une puissante force naturelle. Le mouvement des glaciers. Peu après la fin de la dernière ère glaciaire, d'immenses banquises sont descendues de l'Arctique jusqu'au sud de l'Angleterre. Elles étaient tellement puissantes qu'elles pouvaient facilement emporter des blocs de pierre de cette taille. Ce phénomène est-il à l'origine du déplacement des pierres bleues? La réponse se cache peut-être quelque part dans les montagnes du pays de Galles. Un écrivain et chercheur de la région, Robin Heath, est passionné par le mystère des pierres bleues de Preseli et par les Britons. Je suis très heureux de venir ici. Il s'agit de mes ancêtres et de la culture de la Grande-Bretagne. Heath explore cet endroit depuis 20 ans. Il recense toutes les particularités de ces pierres. De vieux objets vont nous livrer les derniers indices dont nous avons besoin. Ici, à Preseli, on trouve des coins de taille géante logés entre les blocs. Certains ont parfois tenté de les dégager du rocher en faisant levier. Mais une preuve encore plus frappante nous montre que ces pierres ont été travaillées. Il y a des blocs qui, de toute évidence, ont été taillés par la main de l'homme. On trouve aussi des outils en pierre qui servaient à travailler les matériaux en vue du transport. On a trouvé non loin de là des outils datant de l'âge de pierre, ce qui laisse penser que ces blocs ont été façonnés par l'homme à l'époque où les pierres bleues apparaissent à Stonehenge. La théorie du glacier devient d'ailleurs improbable lorsqu'on retourne sur les lieux. Sur la vaste plaine de Salisbury où se dresse le monument, on ne trouve aucune pierre bleue. Un glacier en mouvement se serait-il contenté de déposer ces quelques blocs massifs sans laisser d'autres traces de son passage? Que faut-il en conclure? Ce sont bien nos ancêtres de l'âge de pierre qui ont transporté ces pieds. Ce qui soulève une autre question, comment ont-ils fait? Et nous référant à la gestion d'un projet contemporain, nous pourrons peut-être faire la lumière sur la façon dont un homme primitif a pu accomplir cet impossible exploit. La date de construction de l'étape finale de cet ouvrage fascinant nous est confirmée. Ce qui semble prouver
qu'on a pu à l'époque transporter d'énormes pierres sur des centaines de kilomètres, traverser des terrains difficiles et un détroit maritime. Mais comment les Britons ont-ils accompli ce tour de force ? Nous faisons appel à un spécialiste de la gestion de projets à grande échelle. Un homme qui se passionne à la fois pour la construction et pour l'archéologie. Un professionnel qualifié qui s'intéresse à Stonehenge, Rick Smiles. C'est mon expérience d'ingénieur et mon amour pour l'histoire qui m'ont amené à m'intéresser à l'archéologie et à la construction ancienne. Je me suis toujours demandé, comme beaucoup de gens, comment ces hommes avaient pu faire ça. 4000 ans et un océan séparent l'architecture américaine moderne et Stonehenge. Bien sûr, les outils n'ont plus rien à voir. Mais les principes de base relient ces deux univers, jetant un pont par-dessus les siècles. Nous allons d'abord observer le site lui-même. Normalement, quand une construction est achevée, nous disposons des plans qui nous permettent de voir ce qui a été mis en œuvre dans le projet. Ici, nous n'avons bien sûr aucune esquisse, mais nous pouvons étudier la structure dans son état actuel. Smiles va se servir du monument comme d'un plan et repartir en arrière en suivant les étapes nécessaires à la construction d'un tel ouvrage. Première étape, apporter les matériaux sur le site. Deuxième étape, décider de la façon dont on va utiliser ces matériaux. Troisième étape, calculer la main-d'œuvre nécessaire à l'exécution du projet. À partir de ce processus établi par Rick Smiles, on peut imaginer comment Stonehenge a été construit. Premièrement, se procurer les matériaux. Pour les sarcènes de 40 tonnes, c'est assez facile. Ils sont censés provenir d'une carrière située à une trentaine de kilomètres. Mais, comment les Britons ont-ils déplacé des masses aussi considérables ? Une équipe d'ingénieurs a tenté de résoudre ce problème il y a une dizaine d'années. Avec l'aide de bénévoles, un traîneau en bois et beaucoup de graisse, ils ont réussi à déplacer une pierre de 40 tonnes sur quelques centaines de mètres. Une courte distance en comparaison des 30 km parcourus par leurs ancêtres. Mais il a fallu encore plus d'ingéniosité pour aller chercher les pierres bleues à 300 km de là, dans les montagnes du sud du pays de Galles, et pour les rapporter dans la plaine de Salisbury. Robin Heath a une théorie à ce sujet. Un ingénieur se dira que pour aller vite, il vaut mieux que le transport s'effectue sur l'eau. À l'époque préhistorique, si on pouvait atteindre un fleuve situé à moins de 5 km, alors la plus grande partie du trajet se faisait sur cet élément. Les hommes de l'âge de pierre possédaient-ils la technologie nécessaire pour transporter des pierres de 4 tonnes sur l'eau ? Et peut-on concevoir une expérience qui permettrait de vérifier la faisabilité d'un tel exploit ? Il faut tout d'abord construire un bateau. Mais quel type de bateau ? Certains éléments archéologiques laissent penser que les habitants de la région de Stonehenge utilisaient une grande variété d'embarcations. La plus courante était une sorte de pirogue taillée dans le tronc d'un chêne, le logboat. Mais peut-il charrier les lourdes pierres nécessaires à la construction de Stonehenge ? En 1998, dans la carrière de Shardlow, située dans les Midlands, une découverte inhabituelle apporte la preuve que c'est possible. Une inondation dégage de la boue ce qui semble être une vieille souche d'arbre. Là où coulait une rivière, remontent à la surface les restes d'une embarcation datant de l'âge de bronze. Encore plus intéressant, celle-ci transporte une cargaison inattendue. Plus de 500 kg de pierres extraites d'une carrière. La pirogue semble donc être idéale pour notre démonstration.
Encore faut-il trouver un arbre assez grand. Par chance, dans un bois de feuillus proche, des gardes forestiers abattent de vieux chênes. C'est parfait. Nous voici avec un tronc dans lequel il va falloir sculpter une embarcation. Un spécialiste du travail du bois à l'ancienne, Damien Goodburn, relève le défi. Nous essayons de créer un petit bateau pour transporter les pierres, avec une contenance maximale et une stabilité raisonnable. Nous avons donc pensé prendre 2 canaux en bois sculptés et les assembler avec une plateforme de rondins, où la pierre serait posée comme ça. On va peut-être avoir du mal à le réaliser dans la pratique, mais ça devrait marcher. Avec les outils adéquats et l'aide de quelques amis, Goodburn pense que le bateau pourra être prêt en 2 semaines. J'ai là un schéma très simple du bateau que nous essayons de construire, une forme très simple. La conception avance à grands pas. Le tronc va être évidé pour devenir un bateau large et à fond plat, adapté au transport de lourdes charges. Il s'agit de transporter une charge maximale sur un espace peu profond. On dirait une barge de l'âge de bronze. Cela paraît simple, mais c'est une tâche rude que de creuser un chêne aussi immense. Il faut d'abord enlever le haut du tronc, selon une technique, le splitting, qui consiste à utiliser des coins de bois pour fendre l'arbre. Attention à vos doigts. L'équipe est en train de démontrer qu'avec leurs moyens, les Britons pouvaient accomplir ce travail. Mais cela prend du temps d'œuvrer à l'ancienne. Pour accélérer le processus, on utilise des tronçonneuses. La construction du bateau est bien avancée. Il est quasiment prêt pour les 2 tests qui l'attendent. Va-t-il flotter ? Et pourra-t-il charrier des pierres de la taille de celles de Stonehenge ? La question de l'embarcation étant résolue, il faut maintenant penser à la cargaison. Les monts Preseli se trouvent dans un parc national protégé. On dégage donc à la dynamite de cette carrière de granit un bloc d'une taille et d'un poids identiques à ceux des pierres bleues. Une immense grue soulève cet énorme poids et le dépose sur un traîneau qui l'emporte jusqu'au chantier naval. L'équipe se rend soudain compte de l'ampleur de la tâche entreprise. De toute évidence, il va être très difficile d'équilibrer une telle charge sur l'embarcation. Un autre bateau construit par Damien, 14 ans plus tôt, se tient prêt pour cette tâche. Si l'équipe ne termine pas à temps, elle va rater la marée haute, indispensable au lancement. Il est prévu de soulever le lourd bateau sur des sabots huilés, de le faire glisser lentement, puis pivoter au bord de l'eau. En théorie, l'idée est séduisante, mais Goodburn semble avoir sous-estimé le poids de la pierre et aussi celui du bateau. Encore quelques efforts et la pirogue glisse plus vite. Attention, arrêtez.
Mais pas pour longtemps. L'équipe craint que l'embarcadère ne cède sous ce poids qui avoisine une tonne. Ces planches vont céder. Elles ne supporteront jamais un poids d'une tonne. C'était pas évident de vivre à l'âge de bronze. Vous me suivez? Il faudrait pousser dans cette direction. Après avoir contourné le problème, Goodburn décide qu'une dernière poussée devrait suffire à lancer le bateau. Il donne ses instructions à son équipier avant qu'il embarque. Le lancement n'est peut-être pas des plus élégants, mais le bateau flotte parfaitement. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut lancer l'autre bateau et amarrer les deux ensemble. Mais voici que le second prend l'eau. Nullement découragé, l'équipe s'affaire pour pouvoir lancer les deux embarcations. Il faut pour cela percer des trous dans les flancs des bateaux. Les voici maintenant solidement attachés. Il s'agit alors de placer la pierre dans la pirogue. Craignant que le bloc glisse trop vite, Goodburn change de tactique. Bien, à 3 vous poussez. 1, 2, 3. Bon. Je crois qu'il va falloir la soulever. À l'aide d'un levier, la pierre amorce sa lente glissade vers les bateaux. Les bénévoles contrôlent alors le poids de la pierre tout en la plaçant sur le pont, car la manœuvre fait pencher le bateau vers l'avant. Attention qu'elle ne tombe pas. À présent, l'idée de Goodburn est de dégager doucement le traîneau. C'est bon. Allez-y lentement. Mais le désastre survient. Goodburn, trop occupé, n'a pas remarqué que tandis que la pierre glissait, le traîneau s'est retrouvé coincé sous les rondins sur lesquels il est censé reposer. Le temps qu'ils s'en aperçoivent, la marée a commencé à repartir dans l'autre sens. Ils imaginent alors un plan de secours insensé. Bien. Ce qu'il faut maintenant, c'est le dégager de là. Il s'agit de treuiller le traîneau, de le repositionner et de déplacer le pont avant que le bateau ne s'échoue. En arrière. Allez-y, reculez. Faites tout ce que vous pouvez. Il faut y aller. Le traîneau est maintenant en place, mais un problème plus urgent se présente. Les bateaux risquent de faire naufrage. On bouche la voie d'eau avec du lin et du saindoux. La réparation devrait tenir quelques heures. Le bateau étant provisoirement en état, il est temps d'enlever le pont. Doucement. Pas trop vite. Très bien. Posez-le. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Heureusement, quelqu'un propose une solution. Et grâce à l'indispensable levier, la pierre est mise à niveau. Got some leaking through that peg. Can you tap that in a bit more if I give you this? But only gently, okay?
Mais la menace de naufrage pèse toujours sur l'embarcation. Il est temps de la mettre à flot pour la suite de l'expérience. La technologie du logboat combinée à la force humaine peut-elle faire traverser à une pierre de 4 tonnes un estuaire maritime? Le bloc ne sera-t-il pas trop lourd? Nous avons démontré que les Britons, entre la fin de l'âge de pierre et le début de l'âge de bronze, ont pu déplacer les pierres bleues du pays de Galles jusqu'en Angleterre pour construire Stonehenge. Mais l'expérience était aisée. Elle a été accomplie à l'aide de moyens modernes et a consisté à parcourir quelques centaines de mètres avec un bateau chargé d'une seule pierre. Le tout sur une eau paisible. Nos anciens cousins ont dû construire une série de bateaux et transporter une pierre après l'autre, parcourant des milliers de kilomètres sur l'océan. L'investissement en temps, en effort humain et en ingéniosité que cela représente dépasse presque l'entendement, le tout venant d'hommes censés être primitifs. Mais le travail n'est pas terminé. Une fois la pierre arrivée sur le site, il faut encore l'ériger. D'après Smiles, il s'agit de l'étape numéro 2, de la construction de Stonehenge. Il y a une dizaine d'années, les ingénieurs pensaient être plus efficaces en se servant d'une rampe qui faciliterait le pivotement. Poser les grandes pierres sur le haut, les linteaux ne dépassaient pas non plus les compétences des hommes de l'âge de bronze. Il suffisait de dresser un échafaudage en bois. Les Britons pourraient donc avoir construit Stonehenge. Ils avaient simplement besoin de quelques connaissances technologiques, de leviers et de rampes. Fort de toutes ces données, Smiles peut-il calculer le nombre d'heures de travail qu'a nécessité cette entreprise? Cela nécessite une force de travail maximale de 300 hommes sur 2 ans et demi, 3 ans au minimum, ce qui représente environ 1,5 million à 3 millions d'heures de travail. La réalisation a cependant pu s'étaler sur plusieurs générations, tout comme celle des cathédrales médiévales. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser ces hommes à entreprendre un tel projet? Le docteur Ronald Smith est un spécialiste des relations entre l'architecture et la société à laquelle elle appartient. C'est un expert. Il explique. Le Panthéon à Rome, aussi bien que Stonehenge, sont des lieux remarquables. Quand vous les regardez, vous voyez qu'ils sont des reflets de nous, de notre culture, de nos émotions. Ronald Smith pense que la façon dont un bâtiment est construit nous renseigne sur les intentions de ses bâtisseurs. Ainsi, analyser la taille, la structure et la forme de Stonehenge nous aidera à comprendre pourquoi il a été édifié. Cet expert illustre sa théorie par un exemple contemporain, Las Vegas. Pourquoi, par exemple, les bâtiments y sont-ils si grands? Aux États-Unis, ce qui est grand est considéré comme bien, comme beau. C'est un pays où tout est grand, à commencer par les buildings. Ici, tout ce qui est grand est bien. Une théorie intéressante. Et quand on commence à regarder autour de soi, on se rend compte que chacun réagit avec une émotion à l'architecture qui l'environne. Retournons maintenant quelques millénaires en arrière. La taille des pierres de Stonehenge reflète-t-elle la raison pour laquelle l'ouvrage a été construit?
Ce qui fascine dans Stonehenge, c'est la taille de ces énormes pierres. C'est un lieu de célébration, de culte, où l'on découvre qu'il y a quelque chose de plus grand que l'homme, quelque chose de plus grand que nous, plus grand que la tribu, plus grand que la communauté. Les pierres de Stonehenge ont peut-être pour fonction d'en imposer aux adorateurs, de leur rappeler un Dieu omniprésent, tout comme les cathédrales plus tard. Stonehenge serait un site religieux, théorie à laquelle adhère Mike Pitts. L'aspect financier n'était pas le souci premier. Stonehenge n'était pas un lotissement, c'était un monument religieux. Les monts Presoli étaient peut-être une montagne sacrée, et en transportant ces pierres dans la plaine de Salisbury, ces hommes apportaient un peu de magie dans leur propre monde. Nombreuses interprétations sont possibles, mais il y a une chose dont nous sommes sûrs, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses ici. Ces nouvelles informations nous font découvrir que les Britons n'étaient peut-être pas aussi primitifs que nous le pensions. Au cours de cette enquête sur les origines de Stonehenge, nous avons pu établir que les constructeurs avaient résolu des problèmes ardus et mis en œuvre une construction à très grande échelle. Les capacités des Britons ont-elles été sous-estimées ? Pouvons-nous en tracer un portrait plus exact et mettre à jour la vérité sur les bâtisseurs de ce site ? En avril 2003, des ouvriers déterrent des restes humains à Boscombe Down, à 5 km de Stonehenge. Trouvés auprès des corps, des pointes de flèches en silex valent à ces derniers le surnom d'archers de Boscombe. Peuvent-ils nous renseigner sur les hommes vivants à l'époque de la construction du monument ? Andrew Fitzpatrick fait partie de Wessex Archéologie. Au départ, il n'y avait rien de spécial. Ce n'est qu'après les fouilles que nous avons compris que cette tombe avait quelque chose d'exceptionnel. Des squelettes avaient déjà été découverts près de Stonehenge, mais ils appartenaient à des visiteurs étrangers ou alors il s'agissait de dépouilles postérieures à la construction. Cette nouvelle sépulture est bien différente. Que révèlent donc ces fouilles ? On trouve des centaines d'os, ce qui laisse penser qu'il y a eu de nombreuses inhumations. C'est très inhabituel à cette période. Qui étaient ces gens ? Leurs dépouilles pourraient-elles détenir la clé du mystère ? Les indices suivants nous sont fournis par Jackie McKinley, expert médico-légal. La première chose que je fais quand je reçois ce type de matériaux, c'est de les étaler dans le laboratoire. Après pas mal de recherches, j'ai pu établir que ces éléments provenaient de 7 individus différents. Mais pourquoi ont-ils été ensevelis tous ensemble ? Un examen plus approfondi des os révèle qu'il s'agit sans doute de la tombe d'une famille. Malheureusement, vu leur état, il est hors de question de pratiquer un test génétique. Mais existe-t-il un autre moyen de découvrir le point commun entre ces corps ? Un nouveau test en identifiant les marqueurs chimiques contenus dans leurs dents va nous permettre de savoir où sont nés ces gens, une découverte capitale. Le test médico-légal va-t-il nous dire si les corps viennent tous du même endroit ? Cette technique consiste à traquer les produits chimiques absorbés par l'émail des dents pendant l'enfance, révélant ainsi l'endroit où quelqu'un a grandi. Ces traces proviennent de la nourriture que nous mangeons, de l'eau que nous buvons et de notre environnement. On recherche 2 données dans l'émail, le niveau de l'isotope de l'oxygène et celui d'un autre composant, le strontium.
Les données sont confrontées à une carte des niveaux connus d'oxygène et de strontium dans le pays. Elles révèlent ainsi le lieu qui a laissé ses empreintes chimiques dans les dents. Il serait logique de penser que les corps exhumés près de Stonehenge sont originaires de la région. Mais les tests livrent un résultat inattendu. Les hommes enfouis il y a des milliers d'années dans ce charnier ont tous grandi à plus de 300 km de Stonehenge. Ils viennent du sud du pays de Galles, d'où ont été tirées les pierres bleues de Stonehenge. Ce lien fascine des chercheurs comme Andrew Fitzpatrick. On pense que les archers viennent du pays de Galles. Et nous savons qu'un certain nombre des pierres de Stonehenge viennent aussi de là. C'est une découverte incroyable. La preuve que les hommes et les pierres sont originaires du même endroit. Cela permet d'avancer une hypothèse des plus séduisantes. Les hommes dont on a retrouvé les restes seraient impliqués dans le transport des pierres à partir du pays de Galles, et peut-être même dans la construction de l'ouvrage. Mais l'enquête continue. Si ces hommes ont construit Stonehenge, peut-on savoir à quoi il ressemblait ? La technologie moderne va-t-elle parvenir à redonner un visage à ces Britons qui, à leur époque, avaient une telle maîtrise technologique ? À partir du crâne le plus complet, nous allons procéder à une expérience unique sur un bâtisseur de Stonehenge, vieux de 4300 ans. Ces os sont numérisés par un ordinateur qui crée une image en 3 dimensions de tous les fragments du crâne. Puis, la machine réassemble ces éléments en un ordre correct d'un point de vue anatomique. Vient enfin le moment pour l'équipe de reconstruction faciale de faire surgir de ce puzzle un visage entier. Ici, à l'université de Manchester, les experts utilisent cette nouvelle technique. Habiles, les anthropologues utilisent l'information pour construire les couches de muscles. Le système permet aux techniciens de sentir les contours du crâne et, strate après strate, de créer un modèle en 3 dimensions. Le travail prend plusieurs semaines, mais le mystérieux Welshman, mort depuis longtemps, est enfin prêt à faire son apparition. Nous sommes bientôt parmi les premiers, depuis plus de 4000 ans, à voir la physionomie de l'un des hommes qui a peut-être construit Stonehenge. Pour découvrir ces bâtisseurs, nous avons voyagé de la plaine de Salisbury jusqu'aux montagnes du pays de Galles. Nous avons vu que les Britons étaient capables de transporter d'énormes blocs de pierre sur des kilomètres, y compris sur l'eau, pour construire ce monument. La découverte d'anciennes tombes nous a montré leur visage et apporté un nouvel éclairage sur les origines de ceux qui sont peut-être venus de loin pour bâtir Stonehenge. Des découvertes récentes nous apprennent que les gens à cette époque ne se déplaçaient pas dans toute l'Europe. On peut donc imaginer que la construction de Stonehenge était connue au moins dans tout le sud de la Grande-Bretagne, et que c'est en partie pour cela que des hommes ont construit ce monument. C'était une façon de proclamer leur puissance. Nous avons, semble-t-il, découvert qui étaient les bâtisseurs de Stonehenge. Des hommes de la fin de l'âge de pierre et du début de l'âge de bronze. Mais un mystère persiste. Et différentes théories s'affrontent sur les raisons qui les ont amenés à entreprendre ce labeur. Une certitude demeure, les pierres elles-mêmes. Cet ouvrage qui se dresse fier et immuable depuis des milliers d'années. Un incroyable monument au génie de l'esprit humain.